Imaginez, allongé sur un lit d'hôpital à Paris, côte fracturée, jambes plâtrées. Vous appelez votre fils unique et il hurle avec sa femme. On ne va pas s'occuper de toi. Nos vacances en Provence passent avant tout. J'ai souri et j'ai coupé leurs 5 000 € mensuels. Quelques heures plus tard, 87 appels manqués. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire quelle heure il est dans ta région en ce moment. Le téléphone a sonné alors que je reprenais conscience dans ma chambre d'hôpital. À travers le brouillard de la morphine, j'ai distingué le plafond blanc de l'hôpital Bichat, les tubes reliés à mon bras gauche et cette douleur lancinante qui irradiait de mes côtes fracturées jusqu'à ma jambe plâtrée. L'accident. Le camion qui avait grillé le feu rouge boulevard de Clichy. Le choc. Le reste n'était qu'un mélange confus de sirènes et de voix urgentes. J'ai réussi à attraper mon portable sur la table de chevet. Mes doigts tremblaient en composant le numéro de Rémi, mon fils unique. 38 ans et toujours incapable de se débrouiller seul. Mais c'était mon fils. Dans un moment pareil, il viendrait. Bien sûr qu'il viendrait. « Allô, papa ?» Sa voix me parvenait avec ce léger écho caractéristique des appels en extérieur. Des rires en arrière-plan, de la musique. C'est pas le bon moment, là. On est en terrasse à Aix-en-Provence. Il y a un monde fou. Rémi. Ma voix était plus faible que je ne l'aurais voulu. J'ai eu un accident. Je suis à Bichat. C'est assez grave. Plusieurs fractures. Il parle d'opération demain matin. Silence. Puis, avec cette intonation agacée que je connaissais trop bien, un accident? Quel genre d'accident? Une voiture m'a percuté. 3 côtes cassées, le tibia fracturé, commotion cérébrale. Les médecins veulent me garder au moins 2 semaines en observation. J'ai entendu Sophie en arrière-plan, sa voix stridente perçant à travers le combiné. « C'est qui? Dis-lui qu'on est en vacances, on rappellera plus tard. »« Papa, écoute. » Rémi a pris ce ton condescendant qu'il employait quand il s'apprêtait à m'annoncer une mauvaise nouvelle. « Tu comprends? On est en plein milieu de nos vacances. On a réservé cette villa en Provence depuis 6 mois. Sophie a organisé tout un programme avec ses copines de yoga. On ne peut vraiment pas tout annuler pour des fractures. Les médecins s'occupent de toi, non? Des fractures. Il avait dit ça comme s'il s'agissait d'un ongle cassé. Rémi, j'ai 67 ans. Je suis seul à Paris. J'ai besoin... Papa, franchement! Il avait élevé la voix. Et j'imaginais parfaitement sa main gesticulant dans l'air, ce mouvement impatient qu'il faisait quand quelque chose le contrariait. « Tu n'es pas en train de mourir, tu as juste quelques fractures. On sera de retour dans 2 semaines. D'ailleurs, je passe te voir après, promis. Mais là, vraiment, nos vacances sont plus importantes. Sophie me tuerait, si on annulait tout. » Sophie avait arraché le téléphone. « François, soyez raisonnable. Vous savez combien cette villa nous coûte? Enfin, vous coûte, pardon. 2800 € la semaine. On ne va quand même pas gâcher ça pour quelques os cassés qui vont se ressouder tout seuls. Les infirmières sont là pour s'occuper de vous. C'est leur travail après tout. » J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas une côte de plus, non. Quelque chose de plus profond. Le dernier fil ténu qui me reliait encore à l'illusion que mon fils et sa femme avaient, ne serait-ce qu'une once d'affection pour moi. 8 ans que je leur versais 5 000 € par mois. 5 000 €. Pour qu'ils puissent vivre dans leur appartement de l'avenue Foch, jouer aux influenceurs parisiens, partir en retraite de yoga à Bali. Et là, alors que je gisais dans un lit d'hôpital, seul, avec des tubes plantés dans les veines, leur réponse était « Nos vacances sont plus importantes. » Je vois. Ma voix était devenue glaciale, ce ton que 40 ans de métier de notaire m'avaient appris à maîtriser parfaitement. Profitez bien de la Provence, les rosés de là-bas sont excellents en cette saison. Ah, papa, ne le prends pas mal, on passera dès notre retour, je te le jure. Allez, je te laisse, la serveuse arrive avec nos apéritifs. Bisous. Il a raccroché. Bisous. Il m'avait dit bisous, alors que je pouvais à peine respirer sans grimacer de douleur. Je suis resté là, le téléphone contre mon oreille, écoutant la tonalité continue. Par la fenêtre de ma chambre, je voyais les toits de Paris se découper contre le ciel de septembre. Quelque part dans cette ville, dans le 8e arrondissement, se trouvait mon appartement de 110 mètres carrés rue de Miromesnil, vide, personne pour arroser mes plantes,
personne pour relever mon courrier. Et à Aix-en-Provence, mon fils et sa femme levaient leur verre de rosé, probablement en riant de la maladresse du vieux. 40 ans comme notaire m'avaient appris beaucoup de choses. Comment détecter les menteurs, comment repérer les profiteurs, comment protéger un patrimoine des sangsues. Mais il m'avait fallu un camion lancé à 50 km/h pour comprendre que j'avais élevé l'une de ces sangsues moi-même. Une infirmière est entrée, une femme d'une cinquantaine d'années aux cheveux courts et au regard vif. Elle a vérifié mes constantes avec des gestes précis et professionnels. « Pas de visite ?» a-t-elle demandé en ajustant ma perfusion. « Mon fils est occupé. » Le mot m'a arraché un sourire amer. « En Provence, les vacances, vous comprenez ?» Elle a levé les yeux vers moi, et j'y ai lu quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps, de la compassion sincère. Pas la pitié feinte que Rémi et Sophie m'avaient servi pendant des années en échange de leur allocation mensuelle, de la vraie empathie humaine. « Je m'appelle Élodie », a-t-elle dit doucement, « Élodie Rousseau. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à sonner, je suis là jusqu'à 22 heures. » Après son départ, je suis resté dans le silence de ma chambre, regardant les ombres s'allonger sur le mur. Mon esprit, malgré les antidouleurs, fonctionnait avec une clarté surprenante. 40 années à rédiger des testaments, des donations, des actes de propriété, à conseiller des familles sur la meilleure façon de transmettre leur patrimoine, à naviguer dans les subtilités du droit français de la succession. Et pendant tout ce temps, j'avais nourri 2 serpents dans mon propre jardin. 5 000 € par mois, 60 000 € par an, pendant 8 ans, 480 000 € que j'avais versés pour acheter. Quoi, exactement? Des bisous au téléphone. Des visites obligées 1 fois par mois, où Sophie passait son temps sur son téléphone pendant que Rémi me parlait de ses projets qui ne se concrétisaient jamais. Ma jambe me lançait. Mes côtes me torturaient à chaque respiration. Mais bizarrement, j'ai souri. Un sourire froid, calculateur, celui que mes anciens clients redoutaient quand ils essayaient de me mener en bateau lors d'une négociation. Rémi et Sophie pensaient que leurs vacances étaient plus importantes que leur père blessé. Très bien, il était temps de leur montrer ce qui était vraiment important dans la vie. Le lendemain matin, j'ai demandé à Élodie si elle connaissait une bonne infirmière à domicile. Le genre de personne fiable, discrète, capable de s'occuper d'un patient convalescent pendant quelques semaines. « Pour après votre sortie ?» a-t-elle demandé en changeant mon pansement. « Exactement. Je vais avoir besoin d'aide chez moi. Mon fils est... » J'ai cherché le mot juste. Indisponible. Elle a eu un petit sourire entendu. « Je termine mon contrat ici dans 15 jours. Si vous voulez, je peux m'occuper de vous. J'ai 25 ans d'expérience, dont 10 en soins post-traumatiques. » Parfait, votre tarif. 3 000 € par mois, tout compris. Soins quotidiens, aide au déplacement, préparation des repas si nécessaire. 3 000 €. La moitié de ce que je donnais à Rémi et Sophie pour leur restaurant et leurs vêtements de marque. Pour quelqu'un qui me soignerait réellement, qui serait là quand j'aurais besoin d'aide. Marché conclu, Madame Rousseau. 2 heures plus tard, j'ai appelé ma banque. Le BNP Paribas, de l'avenue de l'Opéra, où je suis client depuis 35 ans. Monsieur Bertrand, mon conseiller, a décroché à la 2e sonnerie. « Monsieur Duval, comment allez-vous? J'ai appris pour votre accident. C'est terrible. » « Merci, Bertrand. J'ai besoin de modifier certaines dispositions sur mon compte. Le virement automatique mensuel de 5 000 € vers le compte de mon fils, je veux l'annuler. Immédiatement. » Un silence. « Vous êtes patillant et sûr. C'est un virement qui est en place depuis 8 ans, je sais, annulez-le. Et la carte bancaire secondaire, au nom de Sophie Duval, celle qui y est reliée à mon compte, bloquez-la. Très bien, je m'en occupe tout de suite. Ce sera effectif dans l'heure. » J'ai raccroché et me suis calé contre mes oreillers, ignorant la protestation de mes côtes fracturées. Dans ma tête, je pouvais déjà imaginer la scène. Sophie, dans une boutique chic d'Aix-en-Provence, essayant de payer une énième robe avec sa carte, le petit bip désagréable du terminal. Paiement refusé, son visage se décomposant. Rémi essayant de retirer de l'argent au distributeur pour payer leur dîner dans un restaurant gastronomique. Opération impossible. La panique qui s'installerait.
Les appels frénétiques à la banque, la découverte progressive que leur vie dorée venait de s'évaporer en un simple coup de fil. Mon téléphone a vibré. Un message de Rémi. « Papa, tout va bien, tu te reposes. » J'ai tapé une réponse brève. « Très bien, profite de tes vacances. » Le soir est tombé sur Paris. Par la fenêtre, je voyais les lumières de la ville s'allumer une à une. Élodie est passée pour me donner mes médicaments et vérifier mes constantes. « Vous avez l'air différent », a-t-elle remarqué en consultant mon dossier médical. Plus serein. J'ai pris certaines décisions importantes aujourd'hui. Des bonnes décisions, j'espère? Les meilleures que j'ai prises depuis longtemps. Elle m'a souri et est repartie faire sa ronde. Je me suis retrouvé seul avec mes pensées. Des pensées qui dérivaient inexorablement vers le passé. Je me souvenais du jour où Rémi m'avait présenté Sophie. Il avait 30 ans, elle en avait 27, belle, pétillante, avec ce sourire qui illuminait une pièce. Elle enseignait le yoga dans un petit studio du Marais. Rémi travaillait, enfin, travaillait était un grand mot, comme consultant en marketing digital freelance. Traduction. Il envoyait 3 emails par semaine et appelait ça une carrière. Papa, Sophie et moi, on a trouvé l'appartement parfait, m'avait-il annoncé 6 mois après leur mariage, les yeux brillants d'excitation. Avenue Foch, dans le 16e, 85 mètres carrés, balcon avec vue sur l'Arc de Triomphe. Le propriétaire demande 2 800 € par mois. Mais c'est une opportunité incroyable. 2 800 €, plus que le salaire de nombreux Français, pour un couple dont les revenus combinés peinaient à atteindre 1 500 € mensuels. C'est au-dessus de vos moyens, avais-je fait remarquer, utilisant ce ton paternel mais ferme que tout notaire maîtrise. Sophie s'était immédiatement raidie. « François, vous ne comprenez pas, c'est un investissement dans notre avenir. » Dans le 16e, on peut développer un réseau, rencontrer des gens influents. « Maman aurait voulu qu'on soit heureux », avait ajouté Rémi jouant la carte émotionnelle avec l'habileté d'un manipulateur chevronné. Ma femme, décédée 3 ans plus tôt d'un cancer fulgurant. Rémi savait exactement comment m'atteindre. « Je peux vous aider avec le loyer », avais-je fini par dire. « Temporairement, le temps que vous trouviez des revenus stables. Temporairement. » 8 ans plus tard, temporairement durait encore. Puis étaient venus les autres besoins, la voiture, pour les déplacements professionnels de Rémi bien sûr. Les vacances, Sophie a besoin de se ressourcer, le yoga c'est épuisant. Les vêtements de créateur, il faut avoir une certaine image dans le 16e, papa. Les retraites spirituelles à Bali, les week-ends à Deauville, les dîners dans des restaurants étoilés. Et moi, comme un imbécile, je payais, parce que c'était mon fils, parce que sa mère aurait voulu qu'il soit heureux, parce que j'espérais qu'un jour, il me serait reconnaissant, qu'il comprendrait, qu'il changerait. Mon téléphone a commencé à vibrer, 1 fois, 2 fois, 10 fois. Je l'ai retourné face contre la table de chevet sans regarder l'écran. Mais je savais, bien sûr que je savais. L'heure fatidique était arrivée. Élodie est revenue vers 21 h pour une dernière vérification avant la fin de son service. Elle a jeté un coup d'œil à mon téléphone qui n'arrêtait pas de vibrer. « Vous ne répondez pas ?»« Non. Quelqu'un d'important ? Quelqu'un qui vient juste de découvrir qu'il n'est pas aussi important qu'il le pensait. » Elle a hoché la tête, comprenant sans que j'aie besoin d'expliquer davantage. « Bonne nuit, monsieur Duval. Reposez-vous bien. » Après son départ, j'ai fini par regarder mon téléphone. 87 appels manqués. 32 de Rémi, 55 de Sophie. Plus une dizaine de messages de plus en plus hystériques. « Papa, il y a un problème avec la carte. Papa, réponds, c'est urgent. La banque dit que tu as bloqué les virements. C'est une erreur. Papa, on est en vacances, on a besoin d'argent, rappelle-nous. » J'ai éteint le téléphone et l'ai rangé dans le tiroir de ma table de chevet. Dans le silence retrouvé de ma chambre d'hôpital, avec mes côtes cassées et ma jambe plâtrée, j'ai souri. Un vrai sourire cette fois. Pas amer, pas sarcastique, libérateur. 40 ans dans le notariat m'avaient appris une chose essentielle. Dans la vie, il y a ceux qui construisent un patrimoine et ceux qui le dilapident. Pendant 8 ans,
J'avais laissé Rémi et Sophie dilapider le mien. Mais ça, c'était fini. Le plan ne faisait que commencer. Et contrairement à mon fils et sa femme qui vivaient dans l'instant, je savais jouer sur le long terme. J'avais passé 4 décennies à structurer des successions, à protéger des patrimoines, à utiliser chaque subtilité du Code civil français pour atteindre mes objectifs. Rémi et Sophie voulaient continuer à profiter de mon argent. Parfait. Ils allaient devoir le mériter. Et je doutais fort qu'ils en soient capables. Je me suis endormi cette nuit-là avec une question qui me taraudait. Combien de temps leur faudrait-il pour comprendre que papa n'était plus le vieil homme qu'ils pouvaient manipuler à leur guise? J'avais hâte de le découvrir. Une semaine plus tard, j'ai entendu leurs pas précipités dans le couloir de l'hôpital avant même qu'ils n'arrivent à ma chambre. Ce martèlement caractéristique des talons de Sophie sur le linoléum, accompagné du souffle légèrement essoufflé de Rémi. Ils avaient dû monter les escaliers 4 à 4, trop impatients pour attendre l'ascenseur. La porte s'est ouverte brutalement. Pas de « bonjour », pas de « comment vas-tu, papa ?» Juste Sophie qui s'est ruée vers mon lit, les yeux rougis, le maquillage légèrement coulé. Son bronzage provençal contrastait cruellement avec son expression de panique à peine maîtrisée. « François !» Elle a attrapé ma main avec une ferveur qui aurait pu sembler touchante si je n'avais pas remarqué comment ses doigts cherchaient immédiatement mon pouls, comme pour vérifier que j'étais bien assez en forme pour leur rendre leur argent. On est venu dès qu'on a pu. Les routes étaient terribles, n'est-ce pas, Rémi? Mon fils se tenait derrière elle, moins théâtral, mais tout aussi tendu. Il portait un polo Ralph Lauren que je lui avais offert pour son dernier anniversaire. 250 € ce polo, qui, ironiquement, était maintenant sur le dos de quelqu'un qui me reprochait de ne plus vouloir financer son train de vie. « Papa ?» Sa voix tremblait légèrement. « Il y a eu un problème ? La banque dit que les virements automatiques ont été annulés, et la carte de Sophie ne fonctionne plus. C'est sûrement une erreur, non? Un bug informatique. J'ai pris mon temps pour répondre, savourant chaque seconde de leur inconfort. J'avais mal partout. Mes côtes protestaient à chaque respiration, ma jambe dans son plâtre pesait comme du plomb, mais observer leur visage valait largement la douleur. « Ce n'est pas une erreur, » ai-je fini par dire, ma voix aussi froide que le carrelage sous leurs pieds. J'ai annulé les virements et bloqué la carte. Le silence qui a suivi était délicieux. Sophie a cligné des yeux plusieurs fois, comme si elle n'arrivait pas à traiter l'information. Rémi est devenu pâle sous son bronzage. « Tu as... » « Quoi ?» Sophie a lâché ma main comme si elle s'était brûlée. « Mais pourquoi ? On avait besoin de cet argent. Tu sais combien coûte cette villa, et maintenant le propriétaire nous réclame. 2800 €. J'ai coupé court à sa tirade. Pour une semaine, que j'ai financé. Comme je finance votre appartement, comme je finance votre voiture. Comme je finance votre vie entière depuis 8 ans. Papa, attends. » Rémi s'est rapproché, adoptant ce ton qu'il prenait quand il voulait quelque chose, celui qu'il avait probablement perfectionné pendant son enfance. « Tu ne comprends pas? On n'a pas pu venir tout de suite parce qu'on ne savait pas que c'était si grave. Tu as dit quelques fractures, pas que tu étais mourant ?» J'ai souri. Un sourire qui n'avait rien de chaleureux. « Mourant? Non, je ne suis pas mourant, Rémi. Je suis juste un vieil homme de 67 ans qui vient de réaliser qu'il a gaspillé 8 années et 480 000 € à entretenir 2 parasites. » Sophie a reculé comme si je l'avais giflé. « Parasites? Comment oses-tu, après tout ce qu'on a fait pour toi ?» Vraiment? J'ai relevé mon lit électrique pour mieux les regarder dans les yeux. « Éclaire-moi, Sophie. Qu'avez-vous fait pour moi exactement ? À part encaisser 5 000 € tous les premiers du mois et trouver des excuses pour ne pas venir au déjeuner du dimanche ? »« On t'appelle » s'est-elle défendue, la voix montant dans les aigus. « On te rend visite. Une fois par mois, 20 minutes, pendant lesquelles tu passes 15 minutes sur ton téléphone à photographier ton café pour Instagram. » Je me suis tourné vers Rémi. « Et toi ? Tu passes ces 20 minutes à me parler de tes projets qui ne se concrétisent jamais. Sais-tu combien de ces projets j'ai financés ? 11. 11 projets différents en 8 ans. Résultat, 0 € de retour sur investissement. Tu ne peux pas nous couper comme ça.
Rémi avait abandonné le ton suppliant pour quelque chose de plus agressif. On a des droits. La loi dit que les parents doivent aider leurs enfants. Ah, nous y voilà. Je m'étais demandé combien de temps il leur faudrait pour brandir cette menace. La loi, j'ai laissé le mot flotter entre nous. 40 ans comme notaire, Rémi. Tu crois vraiment que je ne connais pas la loi? J'ai croisé mes mains sur mon ventre, ignorant l'élancement de douleur que ce geste provoquait. L'obligation alimentaire existe, c'est vrai, mais elle s'applique quand l'enfant est mineur ou dans l'incapacité de subvenir à ses besoins. Tu as 38 ans, tu es diplômé, tu es en parfaite santé. Explique-moi en quoi tu es incapable de gagner ta vie. Je travaille, je suis consultant. Tu es inscrit comme auto-entrepreneur depuis 6 ans et tu n'as déclaré que 23 000 € de revenus. Sur 6 ans, ça fait moins de 4 000 € par an, Rémi. Le RSA est plus élevé. Son visage s'est décomposé. Tu as vérifié mes déclarations fiscales? Je suis ton père et ton ancien financeur. Bien sûr que j'ai vérifié. Crois-tu vraiment que j'allais verser 5 000 € par mois sans jamais me demander ce que vous en faisiez? Sophie s'est mise à pleurer. De vraies larmes cette fois, pas du cinéma. On va perdre l'appartement, le loyer est dû dans 10 jours et on n'a pas l'argent. On va se retrouver à la rue. Vous ne serez pas à la rue. Ma voix était devenue aussi tranchante qu'un scalpel. Vous serez à Pôle emploi comme des millions de Français qui gagnent honnêtement leur vie. Vous apprendrez ce que c'est que de travailler pour payer son loyer au lieu de compter sur un vieux père manipulable. Papa, s'il te plaît. Rémi avait les larmes aux yeux maintenant. De vraies larmes ou du théâtre? Après toutes ces années, je n'étais plus sûr de pouvoir faire la différence. On peut changer, on peut faire des efforts. Si tu nous donnes juste une dernière chance. Une dernière chance? J'ai ri, un rire sec qui m'a fait mal aux côtes. Vous avez eu 8 ans de chance. 8 années pendant lesquelles j'espérais vous voir devenir autonome, responsable. Au lieu de ça, vous avez transformé ma générosité en source de revenus permanente. Non. C'est terminé. On va attaquer. Sophie avait cessé de pleurer, remplacée par une fureur froide qui, au moins, avait le mérite d'être sincère. On ira voir un avocat. On te fera payer pour nous avoir abandonnés. Je vous en prie. J'ai fait un geste vers la porte. Allez voir un avocat, n'importe lequel. Demandez-lui s'il existe un moyen légal de forcer un père de 67 ans à verser 5 000 € par mois à son fils adulte et en bonne santé. Je vous garantis que sa réponse sera non, et qu'il vous facturera 200 € pour vous le confirmer. Ils sont restés là, figés, comme s'ils attendaient que je cède, que je revienne en arrière, que le vieux François, celui qui ne savait pas dire non, refasse surface. Mais ce François-là était mort, écrasé sous un camion boulevard de Clichy peut-être, ou simplement réveillé par la cruauté de leur indifférence. Partez maintenant, ai-je dit doucement. J'ai besoin de repos. L'opération est prévue demain matin. Papa, partez. Ils sont sortis. Sophie en claquant la porte, Rémi en me jetant un dernier regard que j'ai choisi de ne pas interpréter. Peut-être était-ce de la colère, peut-être de la peine, peut-être simplement de la peur de devoir enfin grandir. Je m'en fichais. Ce qui m'importait, c'était la suite, car en les observant pendant ces 15 minutes, j'avais noté des détails intéressants. Le sac Hermès de Sophie, celui à 4 000 €, les chaussures Louboutin, la montre Omega au poignet de Rémi, tout ça acheté ces 6 derniers mois, tout ça avec mon argent. Et j'avais remarqué autre chose. Quelque chose qui m'avait fait sourire intérieurement malgré la douleur. Quand Sophie avait attrapé ma main, j'avais vu l'écran de son téléphone dans son sac ouvert. Un message d'une agence immobilière. Appartement avenue Foch, loyer en retard, mise en demeure. Ils n'avaient pas 10 jours, ils avaient déjà du retard. Ce qui signifiait qu'ils avaient dépensé leur dernier virement, mon dernier virement, pour leurs vacances en Provence au lieu de payer leur loyer. Brillant, absolument brillant. Élodie est entrée quelques minutes après leur départ. Elle a lu sur mon visage ce qui venait de se passer. « Ça va ? Mieux que jamais. » J'ai souri. « Dis-moi, Élodie, tu connais un bon avocat spécialisé en droit de la famille ?» 2 semaines après l'opération,
Je suis sorti de l'hôpital Bichat avec une canne, un plâtre qui me grattait horriblement et un plan. Élodie m'a aidé à monter dans le taxi qui nous a conduits rue de Miromesnil vers mon appartement que je n'avais pas vu depuis 3 semaines. L'ascenseur était en panne, bien sûr. Les 4 étages jusqu'à mon appartement se sont transformés en calvaire, chaque marche réveillant une douleur différente dans mon corps meurtri. Mais quand j'ai enfin poussé la porte et respiré l'air familier de chez moi, j'ai su que ça en valait la peine. Mon appartement, 110 mètres carrés acquis il y a 25 ans, quand le quartier était encore abordable. Parquet Versailles, moulure d'époque, fenêtres donnant sur une petite cour intérieure. Pas ostentatoire, mais solide, comme moi. Installez-vous dans le fauteuil, a ordonné Élodie, avec cette autorité professionnelle que j'appréciais de plus en plus. Je vais préparer du thé et vérifier vos médicaments. Pendant qu'elle s'affairait dans la cuisine, j'ai sorti mon téléphone et composé un numéro que je connaissais par cœur. Étude Maître Simon, bonjour. Adrien, c'est François. François Duval. Le silence au bout du fil s'est étiré une seconde, puis la voix chaleureuse de mon ancien collègue a éclaté. François, j'ai appris pour ton accident. Comment vas-tu? En convalescence. Écoute, j'ai besoin de tes conseils. Professionnels. Tu as un créneau dans les prochains jours? Pour toi, bien sûr, jeudi à 15 heures. Ça te va? Parfait. Et Adrien, c'est délicat. Affaire de famille. Je vois. Sa voix s'est faite plus grave. 40 ans de métier lui avaient appris à reconnaître quand un ancien collègue avait des ennuis. Apporte tous les documents pertinents. On regardera ça ensemble. J'ai raccroché et composé un deuxième numéro. Maître Daniel Faure, avocat spécialisé en droit de la famille, recommandé par Élodie. Sa secrétaire m'a donné un rendez-vous pour le vendredi. « Qu'est-ce que vous préparez ?» a demandé Élodie en apportant le thé. Elle me connaissait déjà suffisamment pour lire sur mon visage. La justice. J'ai pris la tasse qu'elle me tendait. Vous savez, Élodie, j'ai passé 40 ans à aider des familles à structurer leur patrimoine, à protéger leurs biens, à éviter que des héritiers indignes ne dilapident le travail de toute une vie. Et maintenant, je vais appliquer ces mêmes principes à ma propre situation. J'ai bu une gorgée de thé Earl Grey exactement comme je l'aimais. Elle avait remarqué. Mon fils et sa femme pensent qu'ils ont des droits sur mon argent. Je vais leur montrer ce que la loi française dit vraiment. Les jours suivants se sont écoulés dans une routine étrange. Le matin, Élodie m'aidait avec mes soins, mes médicaments, ma rééducation. L'après-midi, je travaillais, pas physiquement. Mon corps brisé ne me le permettait pas, mais mentalement. J'ai sorti mes vieux dossiers, mes notes de cours de l'école du notariat, les textes de loi que j'avais mémorisés il y a des décennies, le Code civil français, cet arsenal juridique que je connaissais comme ma poche. Article 371-2, l'obligation alimentaire. Les enfants peuvent demander une aide à leurs parents, mais seulement s'ils sont dans le besoin. Et dans le besoin ne signifie pas incapable de maintenir un train de vie luxueux. Cela signifie incapable de subvenir aux besoins essentiels. Nourriture, logement, santé. Rémi était-il dans le besoin? Non, il était dans le confort. Nuance. J'ai ouvert un dossier. Classeur noir, intercalaire soigneusement étiqueté. Dans la première section, tous les virements effectués depuis 8 ans, 60 000 € par an, 480 000 € au total. Montant exact, 483 200 €. Deuxième section, les projets de Rémi. 11 dossiers, 11 échecs. L'agence de communication digitale qui n'avait jamais eu de clients. Le blog de voyage sponsorisé qui n'avait récolté que 300 € de publicité. La boutique en ligne de produits bio qui avait fermé après 2 mois. Chacun financé par mes versements. Troisième section, les dépenses. J'avais demandé à mon banquier de me fournir un historique des transactions de la carte que Sophie utilisait. Légalement, c'était ma carte, à mon nom, simplement mise à sa disposition. J'avais donc parfaitement le droit de consulter. Les chiffres étaient édifiants. 85 € pour un brunch au Bristol. 320 € chez Sephora. 1200 € pour un week-end à Deauville. 750 € pour un coaching de vie qui, d'après mes recherches,
consistait à payer quelqu'un pour vous dire que vous étiez formidable. Mais le plus intéressant était ailleurs. En épluchant les relevés, j'avais découvert des virements réguliers vers un compte que je ne connaissais pas. 200 € par mois depuis 6 mois. 1200 € au total. Un coup de fil discret à un ancien client devenu détective privé m'avait donné la réponse. Un compte d'épargne au nom de Sophie Ferrand, son nom de jeune fille. Un compte que Rémi ne connaissait probablement pas. Elle planquait de l'argent. Mon argent. Pour le jour où elle quitterait mon fils, sans doute. J'ai souri en refermant le dossier. Les gens sont tellement prévisibles. Le jeudi, Adrien Simon est venu chez moi. Je ne pouvais pas me déplacer facilement, et il avait proposé de faire le déplacement. C'est le genre d'homme qu'il était, courtois, professionnel, fiable. Nous avions travaillé ensemble pendant 15 ans avant qu'il ne reprenne l'étude de son père. François. Il m'a serré la main avec précaution, conscient de mes blessures. Tu as l'air déterminé. Assieds-toi, je vais t'expliquer. Pendant 1 heure, je lui ai exposé la situation, les 8 années de versement, l'accident, le refus de Rémi et Sophie de venir, la confrontation à l'hôpital, leur menace d'aller voir un avocat. Adrien écoutait, hochant la tête par moments, prenant des notes dans son petit carnet en cuir. « Tu veux te protéger légalement ?» a-t-il résumé quand j'ai eu fini. « Je veux plus que ça. Je veux m'assurer qu'après ma mort, Rémi ne pourra pas dilapider ce que j'ai construit. »« La réserve héréditaire, » a commencé Adrien. « Je sais. Je ne peux pas le déshériter complètement. Rémi est mon fils unique, il a droit à 50% de ma succession. Mais les 50 autres pourcents, la quotité disponible, je peux en faire ce que je veux, non ? Absolument, et il existe des structures. Une SCI. J'ai sorti mes propres notes. Une société civile immobilière. Si je transfère mes biens immobiliers, cet appartement et la maison de famille à Fontainebleau, dans une SCI, ils sortent de mon patrimoine personnel. Adrien a souri. Et deviennent des parts sociales de la société. Exactement. C'est légal, courant et parfaitement défendable. Tu veux que je prépare les statuts ? Oui. Et autre chose, l'usufruit et la nue propriété. Explique-moi comment on peut les séparer. Son sourire s'est élargi. Ah, tu veux jouer finement. J'ai eu 40 ans pour apprendre. Je crois qu'il est temps d'utiliser ces connaissances. Nous avons passé 2 heures à dessiner la structure. Une SCI dont je serai le gérant et le principal associé. Mes biens immobiliers transférés dans cette société. Et surtout, une séparation entre l'usufruit, le droit d'utiliser et d'habiter, et la nue propriété, la propriété nue, sans droit d'usage. Concrètement, a expliqué Adrien, tu peux donner la nue propriété à Rémi tout en gardant l'usufruit à vie. Il sera propriétaire sur le papier, mais ne pourra rien faire avec, ni vendre, ni habiter, ni louer, tant que tu seras vivant. Et après ma mort ? Après ta mort, l'usufruit s'éteint automatiquement. Il récupère la pleine propriété. Mais d'ici là, il a haussé les épaules. C'est toi qui décides qui habite où. Parfait. Le lendemain, Maître Fort m'a confirmé ce que je savais déjà. Rémi n'avait aucun recours légal pour m'obliger à continuer les versements. L'obligation alimentaire ne s'appliquait pas à un adulte en bonne santé, capable de travailler. Ils peuvent toujours essayer de vous attaquer en justice, m'a-t-il prévenu. Mais ils perdront, et ça leur coûtera cher en frais d'avocat. Bien. En raccompagnant l'avocat, Élodie m'a regardé avec curiosité. Vous êtes sûr de ce que vous faites ? Plus que jamais. J'ai regardé par la fenêtre, vers les toits de Paris. Pendant des années, j'ai été faible, généreux, je pensais. Mais en réalité, faible. J'ai laissé Rémi devenir un parasite parce que je ne voulais pas être le méchant père. Et maintenant ? Maintenant, je préfère être le méchant père que le père mort dont on dilapidera l'héritage en 6 mois. Mon téléphone a vibré. Un message de Rémi. « Papa, on peut se voir ? Il faut qu'on parle, s'il te plaît. » J'ai regardé le message pendant une longue minute, puis j'ai tapé « Pas maintenant, je suis en convalescence. » Sa réponse est arrivée immédiatement. « On va perdre l'appartement. Le propriétaire nous expulse fin du mois si on ne paie pas les 3 mois de loyer en retard. S'il te plaît, aide-nous une dernière fois. 3 mois de retard,
8 400 €. Ils avaient donc menti quand ils prétendaient que tout allait bien. Ils utilisaient mon argent pour leurs vacances pendant que leur loyer s'accumulait. J'ai souri et éteint mon téléphone. Qu'ils apprennent, qu'ils souffrent un peu, et ensuite, quand ils seraient vraiment désespérés, je leur ferais une proposition. Une proposition qu'ils ne pourraient pas refuser. Parce que j'avais compris quelque chose de fondamental. La vraie vengeance n'était pas de les détruire, c'était de les contrôler. 3 semaines après mon accident, alors que les premières feuilles d'automne commençaient à joncher les trottoirs parisiens, ils ont sonné à ma porte. Pas avec leur arrogance habituelle cette fois. Non, j'ai entendu la timidité dans la sonnerie elle-même, un coup bref, presque hésitant. Élodie leur a ouvert. Du salon où j'étais installé dans mon fauteuil, ma jambe plâtrée surélevée sur un coussin, j'ai entendu Sophie murmurer « Bonjour, on vient voir François, c'est important. Entrez. » Ma voix a porté jusqu'au couloir. « Je vous attends. » Ils sont apparus dans l'encadrement de la porte comme deux enfants pris en faute. Rémi avait maigri, son polo Ralph Lauren flottait légèrement sur ses épaules. Sophie ne portait plus de maquillage, et ses cheveux attachés en queue de cheval révélaient des racines qui auraient eu besoin d'une retouche chez le coiffeur à 150 €. Une retouche qu'elle ne pouvait manifestement plus s'offrir. « Papa », Rémi s'est avancé, les mains jointes comme pour une prière. « On peut parler ?»« Vous êtes en train de le faire. » Sophie a lancé un regard vers Élodie, qui préparait du thé dans la cuisine adjacente. « En privé ?» Élodie reste. Elle fait partie de ma maisonnée maintenant. Asseyez-vous. Ils se sont installés sur le canapé en face de moi, côte à côte, leurs genoux se touchant. Un front uni, touchant, vraiment. Dommage que ce front ne se soit formé que face à la perspective de perdre leur train de vie. On a réfléchi, a commencé Rémi, se penchant en avant. On sait qu'on a fait des erreurs. Avec les vacances, avec notre réaction quand tu étais à l'hôpital, c'était mal. J'ai pris la tasse de thé qu'Élodie m'apportait, savourant sa chaleur contre mes paumes. Continue. On aimerait proposer un compromis. Sophie avait pris le relais, son ton devenu presque suppliant. On comprend que tu sois en colère, on le mérite. Mais si tu acceptais de nous aider encore un peu, on pourrait vraiment changer. Venir te voir plus souvent, s'occuper de toi, être une vraie famille. Combien ? Le mot est tombé comme une pierre dans un puits. Pardon ? Rémi a cligné des yeux. Combien voudriez-vous que je vous donne encore un peu ? Soyez précis. Ils ont échangé un regard. Sophie a dégluti. On pensait 3 000 € par mois, juste pour qu'on puisse garder l'appartement et... Non. Le silence qui a suivi était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Rémi a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a essayé à nouveau. « Papa, s'il te plaît, le propriétaire nous expulse à la fin du mois. On a cherché du travail, mais... » Pendant 3 semaines, j'ai haussé un sourcil. Remarquable. La plupart des gens cherchent des mois avant de trouver quelque chose qui corresponde à leur qualification. Mais bien sûr, vous n'avez pas vraiment de qualification, n'est-ce pas ? Sophie s'est raidie. C'est cruel. C'est factuel. J'ai bu une gorgée de thé. Mais j'ai une proposition à vous faire. Leurs visages se sont illuminés avec une synchronisation presque comique. L'espoir. Cette chose pathétique qui refuse de mourir même face à l'évidence. La maison de Fontainebleau. J'ai laissé les mots flotter entre nous. Elle est vide, 180 mètres carrés, 4 chambres, jardin de 300 mètres carrés. Vous pouvez y habiter, gratuitement. J'ai vu le choc sur leur visage. Puis la confusion. Puis, progressivement, l'horreur. Fontainebleau. Sophie a répété le nom comme s'il s'agissait d'un village perdu en Sibérie. Mais c'est la province. On ne peut pas vivre à Fontainebleau. C'est à 55 minutes de Paris en voiture, 70 minutes en train. Des milliers de gens font ce trajet quotidiennement. Mais mes cours de yoga, sa voix montait dans les aigus. Mes clientes sont à Paris, mon réseau, mes contacts. Alors trouve un studio à Fontainebleau ou donne des cours en ligne. L'économie moderne offre tant de possibilités. J'ai regardé Rémi. Et toi, tu pourras enfin te concentrer sur tes projets dans un cadre paisible. La campagne favorise la créativité, dit-on. Papa, il a essayé de garder son calme, mais je voyais ses mains trembler légèrement. On ne peut pas accepter.
C'est gentil de ta part, vraiment, mais l'alternative est la rue. Ma voix s'est faite de fer. Dans une semaine, vous serez expulsé de l'avenue Foch. Votre dossier de locataire sera marqué. Plus aucun propriétaire parisien ne vous louera quoi que ce soit. Vous avez deux choix, Fontainebleau ou un foyer d'hébergement d'urgence. À vous de décider. Le silence est revenu. Plus lourd cette fois. Sophie avait les larmes aux yeux. De vraies larmes, je crois. La perspective de quitter Paris, son terrain de jeu social, devait lui sembler pire que la mort. On aurait besoin de réfléchir, a murmuré Rémi. Vous avez jusqu'à demain midi. Après, l'offre expire. Ils sont partis 10 minutes plus tard, Sophie en larmes, Rémi la tenant par les épaules, tous deux traînant les pieds comme des condamnés marchant vers l'échafaud. Quand la porte s'est refermée derrière eux, Élodie s'est approchée. « Vous êtes sûr de ce que vous faites ?»« Absolument. » J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro d'Adrien. « Maître Simon, c'est François. Ils vont accepter. Prépare les documents pour la convention d'occupation précaire. Je veux que tout soit béton. Les conditions dont on a parlé ? Exactement. Ils occupent la peau 200 la maison gratuitement, mais je garde l'usufruit. Ils doivent entretenir la propriété, payer la taxe foncière et les charges. Toute location ou sous-location est interdite. La moindre violation, et ils sont dehors. C'est assez strict, François. C'est juste. Ils veulent un toit, je leur donne un toit. Ils veulent continuer à vivre comme des sangsues, ils peuvent chercher ailleurs. J'ai raccroché et regardé par la fenêtre. Les toits de Paris s'étendèrent devant moi, cette ville magnifique et impitoyable qui allait bientôt recracher mes parasites de Fils et belles-filles vers la banlieue. Le lendemain matin, à 11h57, 3 minutes avant l'expiration de mon ultimatum, Rémi a appelé. On accepte. Sa voix était plate, vidée de toute émotion. On prendra la maison de Fontainebleau. Sage décision. Maître Simon vous attend jeudi à 15h pour signer les papiers. Ne soyez pas en retard. Papa, est-ce que tu nous détestes vraiment à ce point ? J'ai réfléchi à la question. Non, Rémi, je ne te déteste pas. Je t'aime. Tu es mon fils. Mais l'amour ne signifie pas la faiblesse. Il est temps que tu l'apprennes. Jeudi après-midi, dans le bureau feutré d'Adrien rue de Turenne, nous nous sommes tous retrouvés autour de la grande table en acajou. Le notaire dans son costume 3 pièces, moi avec ma canne et mon plâtre, Rémi et Sophie avec leur visage de condamnés. Adrien a lu la convention d'occupation précaire d'une voix professionnelle et détachée. Les clauses s'empilaient, entretien obligatoire, charges à payer, interdiction de sous-location, résiliation immédiate en cas de manquement. Et puis, au milieu du document, la phrase clé. Monsieur François Duval conserve l'usufruit viager de la propriété sise à Fontainebleau. Sophie a levé les yeux. L'usufruit, qu'est-ce que ça veut dire ? Cela signifie, a expliqué Adrien avec une patience professionnelle, que Monsieur Duval garde le droit d'usage de la propriété jusqu'à son décès. Vous êtes autorisé à y habiter, mais vous n'en êtes pas propriétaire, et vous ne le serez pas tant qu'il vivra. Mais après mon décès, la question de la succession se posera. J'ai souri. Nous en reparlerons le moment venu. Rémi a regardé les documents comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Donc, on vit dans ta maison, on paie les charges, on l'entretient, mais elle n'est pas à nous. Exactement, vous êtes occupant précaire, avec mon autorisation révocable. C'est... Sophie cherchait ses mots. C'est de l'esclavage. C'est le droit français. J'ai tapé du doigt sur les documents. Et c'est ça ou la rue. Alors, vous signez ? Ils ont signé, avec des mains tremblantes, des regards assassins, mais ils ont signé. En sortant de l'étude notariale, alors qu'Élodie m'aidait à descendre les marches, j'ai entendu Sophie siffler à Rémi. C'est temporaire, il va se calmer. On lui laisse quelques mois et il regrettera. Tu verras. Pauvre Sophie. Elle comprenait si peu. Ce n'était pas temporaire. C'était le début. Le déménagement a eu lieu un samedi matin gris d'octobre. J'étais assis dans ma voiture. Élodie conduisait, mon plâtre rendant la conduite impossible, garé en face de l'immeuble avenue Foch, où Rémi et Sophie avaient-on vécu pendant 6 ans à mes frais. 2 déménageurs chargeaient un camion de location.
Pas les déménageurs professionnels que Sophie avait toujours exigés quand elle réorganisait leur appartement 2 fois par an. Non, 2 types payés de la main à la main, trouvés sur un site d'annonce. Sophie supervisait l'opération, son téléphone à la main, prenant des photos de chaque carton, chaque meuble, pour Instagram probablement. Notre nouvelle aventure à la campagne, ou quelque chose d'aussi faussement enthousiaste. Les réseaux sociaux exigent leur tribut de mensonges joyeux. Rémi transportait des cartons, son visage fermé, ses mouvements mécaniques. Il m'a vu dans la voiture, a détourné le regard immédiatement. « Pourquoi êtes-vous venu ?» a demandé Élodie doucement. « Pour m'assurer qu'ils partent vraiment, et… » J'ai souri. « Pour savourer l'instant, je suppose. » Le camion s'est rempli progressivement. Le canapé en cuir italien à 4 000 €. La table design danoise. Les œuvres d'art achetées dans des galeries du Marais. Tout ce qu'ils avaient accumulé avec mon argent, maintenant entassé dans un camion direction la banlieue. 2 heures plus tard, le camion a démarré, suivi par leur Audi A4. Encore 2 ans de crédit à payer, qu'ils ne pourraient plus honorer sans mon aide. J'ai appelé Rémi. « Oui ?» Sa voix était tendue. « La maison est ouverte. Les clés sont sous le pot de géranium, à gauche de la porte. Wi-Fi. Duval 2025. Mot de passe. Fontainebleau 77. Les compteurs sont à vos noms depuis hier. » Merci. Le mot semblait l'écorcher. « Oh, et Rémi, la taxe foncière arrive en novembre. 1800 € à payer avant le 15. On sait. Bien. Bonne installation. » J'ai raccroché et dit à Élodie, « Allons-y. Direction Fontainebleau. » Nous les avons suivis à distance, sur l'autoroute A6, puis la sortie Fontainebleau, puis les petites routes bordées d'arbres menant à la maison familiale. Cette maison que mes parents avaient achetée en 1975, où j'avais passé tous mes étés d'enfance, où ma femme et moi avions fêté nos anniversaires de mariage. Cette maison que Rémi avait toujours méprisée. Trop vieille, trop loin, pas assez moderne. Maintenant, c'était son seul refuge. Nous sommes arrivés juste après eux. Le camion était déjà garé dans l'allée, les déménageurs attendant les instructions. Sophie était sortie de la voiture et fixait la façade en pierre avec une expression que je ne peux décrire que comme de l'horreur. « C'est encore plus petit que dans mon souvenir », a-t-elle murmuré. 180 mètres carrés. Petit. L'ironie était exquise. Je suis descendu de voiture, m'appuyant sur ma canne. Rémi s'est retourné surpris. « Papa, qu'est-ce que tu fais là ?»« C'est ma maison, Rémi. J'ai pensé vérifier que tout est en ordre pour votre installation. » J'ai boité jusqu'à la porte d'entrée, récupéré les clés sous le pot et ouvert. L'odeur familière de vieilles pierres et de bois, ciré, m'a enveloppé. Tout était exactement comme je l'avais laissé 3 mois plus tôt. Alors, j'ai fait un geste vers l'intérieur. « Entrez, c'est chez vous maintenant. Enfin, façon de parler. » Sophie est passée devant moi, ses talons claquant sur le parquet ancien. Elle a traversé le salon, la cuisine, jeté un œil aux chambres à l'étage. Quand elle est redescendue, ses lèvres formaient une ligne mince et dure. Il n'y a pas de lave-vaisselle. Non, mes parents n'en voyaient pas l'utilité. Pas de climatisation. Les murs de pierre gardent la fraîcheur en été. La salle de bain est vintage. Le mot que tu cherches est démodé, je crois. J'ai souri. Mais elle fonctionne parfaitement, eau chaude, pression correcte. Que demander de plus? À Paris, À Paris, vous aviez mon argent. Ma voix s'est durcie. Ici, vous avez un toit. Soyez reconnaissants. Les déménageurs ont commencé à décharger. Carton après carton, meuble après meuble, toute leur vie parisienne transplantée dans cette maison de campagne qui semblait les avaler, les diminuer. J'ai regardé Rémi installer leur télévision 85 pouces dans le salon. Elle était ridiculement disproportionnée par rapport à la pièce, un symbole parfait de leur existence, du tape à l'œil sans substance. Il y a une enveloppe sur la table de la cuisine, ai-je dit. Les factures des 6 derniers mois. Électricité, gaz, eau, taxes foncières. Pour que vous compreniez bien ce que coûte réellement une maison. Sophie a ouvert l'enveloppe, a parcouru les documents. Son teint déjà pâle est devenu carrément livide. 1800 € de taxes foncières, 250 € d'électricité par mois en hiver,
Mais comment on va? Travailler. Le mot est tombé comme une sentence, comme le font des millions de Français. Sophie, tu es instructrice de yoga. Il y a 3 clubs de fitness à Fontainebleau. Rémi, tu es consultant en marketing digital. Internet fonctionne aussi bien ici qu'à Paris. Mes clientes trouveront quelqu'un d'autre, ou tu en trouveras de nouvelles. Le monde ne s'arrête pas de tourner parce que Sophie Duval a quitté le 16e arrondissement. Rémi s'est avancé, les poings serrés. Pour un instant, j'ai cru qu'il allait me frapper. Je l'ai regardé droit dans les yeux, impassible. « Vas-y », ai-je dit doucement. « Frappe-moi. Donne-moi une raison légale de résilier votre convention d'occupation, je t'en prie. » Il a reculé, le visage rouge, les larmes de rage aux yeux. « Pourquoi ?» Sa voix s'est brisée. « Pourquoi tu nous fais ça ? Parce que pendant 8 ans, je vous ai donné tout ce que vous demandiez. Et quand j'ai eu besoin de vous, une seule fois, une seule, vous m'avez dit que vos vacances étaient plus importantes. » J'ai fait un pas vers lui, ignorant la douleur dans ma jambe. « Vous vouliez savoir ce qui était vraiment important dans la vie ? Eh bien, vous allez l'apprendre. L'importance d'un toit, d'un travail, de la dignité qu'apporte l'autonomie. » Tu jouis de ça ? Sophie avait craché les mots. De nous voir souffrir ? Non, je jouis de vous voir enfin face à la réalité. J'ai regardé autour de moi. Cette maison a abrité 3 générations de Duval. Tous ont travaillé dur pour la payer, l'entretenir, la transmettre. Vous allez apprendre ce que cela signifie. Je me suis dirigé vers la porte. Élodie m'attendait dehors, respectant ma volonté de faire ça seule. Ah, j'oubliais. Je me suis retourné sur le seuil. J'ai pris rendez-vous avec Maître Faure, mon avocat, la semaine prochaine, pour finaliser certains arrangements concernant ma succession. Je vous tiendrai informé. Le choc sur leur visage était, comment dire, délicieux ne serait pas un terme assez fort. Exquis, peut-être. Sophie a blêmi. Ta succession? Mais tu ne vas pas mourir demain, non? J'espère bien que non. Mais à 67 ans, avec un accident récent, il serait imprudent de ne pas mettre mes affaires en ordre. Vous comprenez? J'en suis sûr. La réserve héréditaire, a commencé Rémi, vous protège à 50%. Les 50 autres pourcents, ma quotité disponible, je peux en disposer comme bon me semble. Le notaire vous expliquera tout ça si vous voulez consulter. Je vous encourage même à le faire. L'éducation juridique est importante. Je suis sorti. Derrière moi, j'ai entendu Sophie éclater en sanglots. Des vrais, cette fois, pas du théâtre. La réalité venait de la frapper avec la force d'un train de marchandises. Dans la voiture, Élodie a démarré en silence. Nous étions à mi-chemin de Paris quand elle a finalement parlé. Vous leur avez vraiment fait peur avec cette histoire de succession. Ce n'est pas une histoire. J'ai sorti une enveloppe de ma poche intérieure. J'ai rendez-vous avec Maître Faure jeudi, pour discuter de la donation-partage. Vous allez vraiment leur donner le minimum légal? Oui. Les 50% de réserve héréditaire, ils les auront. C'est la loi française. Je la respecte. J'ai souri. Mais avec l'usufruit viager surtout, ce qui signifie qu'ils hériteront du droit de propriété, mais ne pourront rien en faire tant que je serai vivant. Et les 50 autres pourcents, je les donne à qui je veux. Et vous voulez les donner à... On verra. Un fonds pour les infirmières, peut-être, en ton honneur. Je l'ai regardé. Sans toi, je serais encore à l'hôpital, seul et misérable. Tu mérites mieux que mes remerciements. Elle a rougi légèrement mais n'a rien dit. Le téléphone a sonné. Rémi. Je l'ai ignoré. Il a rappelé. Ignoré encore. Au 5e appel, j'ai décroché. Quoi? Papa, s'il te plaît, on peut discuter de tout ça calmement. Viens dîner, on peut. Non, vous avez fait vos choix. Maintenant, vivez avec. Bonne soirée, Rémi. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. Par la fenêtre de la voiture, Paris se rapprochait, ses lumières commençant à scintiller dans le crépuscule d'automne. Ma ville, ma maison rue de Miromesnil, ma vie que j'avais reprise en main. Rémi et Sophie pensaient que c'était fini, qu'ils avaient touché le fond. Ils se trompaient tellement. Le fond était encore loin en dessous. Un mois après leur installation à Fontainebleau, mon téléphone a sonné. Pas Rémi. Un numéro que je n'avais pas vu depuis des années. Thomas Mercier, un ancien camarade de classe de Rémi,
maintenant juriste dans une banque d'investissement. Monsieur Duval, c'est Thomas. Thomas Mercier. On s'est croisés quelquefois. Je me souviens, Thomas. Que puis-je pour vous? Un silence embarrassé. Écoutez, je ne veux pas m'immiscer, mais j'ai croisé Rémi hier. On a pris un café. Et il m'a raconté, enfin, votre situation. La maison, l'usufruit, tout ça. Je vois. Mon ton est resté neutre. Et il m'a demandé de regarder les documents pour voir s'il y avait une faille. Je suis désolé, je lui ai dit que c'était inapproprié de vous appeler, mais je pense que vous devriez savoir. Il cherche un moyen de contester. Merci pour votre honnêteté, Thomas. Il y a autre chose. Sa voix s'est faite plus basse. Il m'a montré des relevés bancaires, des captures d'écran. Il dit que vous l'avez espionné, que vous avez des dossiers sur lui. Est-ce que c'est vrai? J'ai souri. Tout ce que j'ai, Thomas, ce sont mes propres relevés bancaires, les virements que j'ai effectués, les dépenses faites avec la carte bancaire que je lui avais fournie. Tout est à mon nom, légalement obtenu. Mais oui, j'ai tout documenté. Pendant 8 ans. Mon Dieu, il a exhalé lentement. Vous prépariez ça depuis quand? Depuis le jour où j'ai réalisé que mon fils me voyait comme un distributeur automatique et non comme un père. Ça fait environ 3 ans. Le lendemain, j'ai reçu un appel d'Adrien. Sa voix était tendue. « François, on a un problème. Rémi et Sophie ont consulté un avocat, maître Elisabeth Arnaud, du cabinet Arnaud et Associés. Elle est spécialisée en droit de la famille et en contestation de donation. Qu'est-ce qu'ils contestent exactement? Tout. La SCI, l'usufruit, la convention d'occupation. Ils prétendent que tu as abusé de ta position de père, que tu les as manipulés pour qu'ils signent sous la contrainte. Sous la contrainte. J'ai ri, un rire sans humour. Ils étaient face à l'expulsion. Je leur ai offert un toit gratuit. Quelle terrible contrainte. Leur avocat est bonne, François. Elle va tenter l'angle de l'abus de faiblesse, dire que tu as profité de leur situation précaire pour leur imposer des conditions léonines. Des conditions léonines? Payer leurs propres charges et entretenir la maison où ils vivent gratuitement? Je sais, mais elle va essayer. Et il y a autre chose. Adrien a marqué une pause. Il demande une expertise psychiatrique, pour prouver que tu n'étais pas en pleine possession de tes moyens quand tu as signé les actes. J'ai senti une colère froide m'envahir. Ils osent. Prépare-toi. La convocation arrive cette semaine. 3 jours plus tard, l'enveloppe est arrivée. Papier épais, en tête du cabinet Arnaud et Associés. Requête en annulation des actes notariés signés entre M. François Duval et M. Rémi Duval pour cause de vice du consentement et abus de faiblesse. Élodie, qui lisait par-dessus mon épaule, a pâli. Ils peuvent faire ça? Ils peuvent essayer. J'ai décroché mon téléphone et appelé Maître Faure, mon avocat. Daniel, j'ai besoin d'un certificat médical complet. Examen psychiatrique, évaluation cognitive, tout. Et je le veux dater d'hier. Vous aviez prévu qu'il t'entraîne ça. J'espérais qu'il ne serait pas assez bête, mais j'ai toujours un plan B. Le surlendemain, j'étais dans le cabinet du docteur Martin Roussel, psychiatre et expert judiciaire. Après 2 heures d'examen exhaustif, tests cognitifs, entretiens approfondis, évaluations diverses, il m'a regardé par-dessus ses lunettes avec un petit sourire. « Monsieur Duval, vous êtes probablement plus sain d'esprit que moi. Votre mémoire est excellente, votre raisonnement logique impeccable, aucun signe de confusion ou de déficit cognitif. Si quelqu'un essaie de vous faire passer pour diminuer mentalement, mon rapport le contredira catégoriquement. Même sous le choc d'un accident? Surtout considérant l'accident, vos capacités de planification et d'exécution démontrent une clarté mentale remarquable. » 1 semaine plus tard, nous étions tous réunis dans le bureau d'Adrien. Moi, mon avocat Maître Faure, Rémi, Sophie et leur avocate, Maître Arnaud, une femme d'une 50aine d'années, cheveux gris, impeccablement coiffés, tailleur Chanel, regard d'acier. « Messieurs, madame !» Elle a ouvert son attaché-case et sorti une liasse de documents. « Mon client conteste les actes signés le mois dernier pour plusieurs raisons. Premièrement,
L'abus de position dominante. Monsieur Duval a profité de la situation de détresse financière de son fils pour lui imposer des conditions inéquitables. Des conditions inéquitables. Adrien a levé un sourcil. Un logement gratuit de 180 mètres carrés, avec obligation de payer les charges, la taxe foncière et sans aucun droit de propriété. C'est du servage moderne. C'est une convention d'occupation précaire parfaitement légale, a répliqué Maître Fort calmement. Monsieur Duval n'était en aucune façon obligé de leur fournir un logement. Deuxièmement, Maître Arnaud a continué ignorant l'interruption. Nous contestons l'état mental de Monsieur Duval au moment de la signature. Il sortait d'un grave accident, sous médication antidouleur, potentiellement en état de choc post-traumatique. J'ai posé sur la table le rapport du docteur Roussel, 10 pages d'évaluation détaillée, datées de la veille de la signature des actes. Certificat médical complet. Le docteur Roussel certifie ma pleine capacité mentale, avec et sans médication. Il note même que j'ai refusé les antidouleurs forts pour garder l'esprit clair lors de mes rendez-vous professionnels. Le visage de Maître Arnaud s'est figé une fraction de seconde. Elle a pris le document, l'a parcouru. Ses lèvres se sont pincées. Vous aviez prévu notre recours. J'ai prévu toutes les possibilités. 40 ans de notariat m'ont appris la prudence. Rémi s'est penché en avant, les mains jointes. Papa, pourquoi? Pourquoi tu fais tout ça? On peut encore arranger les choses, parler en famille. En famille? J'ai sorti mon propre dossier. Le classeur noir que j'avais préparé méticuleusement. Parlons-en de la famille. Page 3, relevé du 15 mars 2023. Sophie a dépensé 2300 € chez Louis Vuitton, le jour de l'anniversaire de la mort de ta mère. Tu te souviens, Rémi? Ce jour-là, je t'ai appelé pour aller ensemble au cimetière. Tu m'as dit que vous étiez trop occupé à dépenser mon argent dans des magasins de luxe. Sophie est devenue écarlate. Tu nous espionnais? Je consultais mes propres relevés bancaires. La carte était à mon nom. Tout est parfaitement légal. J'ai tourné une page. Page 15. Capture d'écran de ton Instagram du 8 juin 2024. Citation exacte. Quand tu mérites le meilleur, la vie te le donne. Photo de toi devant le restaurant Le Meurice. Addition payée avec ma carte, 850 €. Pour un déjeuner. Monsieur Duval, Maître Arnaud a tenté d'intervenir. Page 23. Relevé du compte d'épargne au nom de Sophie Ferrand, 200 € virés mensuellement depuis 6 mois. 1200 € planqués à l'insu de mon fils. Votre propre cliente vous cache des choses, maître. Rémi s'est tourné vers Sophie, les yeux écarquillés. Quoi? Quel compte? C'était juste au cas où. Sophie bégayait, son assurance évaporée. Au cas où tu le quitterais. J'ai refermé le dossier. Vous voyez, maître Arnaud, le problème avec l'accusation d'abus de faiblesse, c'est qu'elle présume que les victimes sont innocentes. Or, mes victimes ont systématiquement profité, menti et manipulé pendant 8 ans. J'ai les preuves, toutes les preuves. Le silence dans le bureau était assourdissant. Maître Arnaud rangeait ses documents, sa stratégie en lambeaux. Nous reviendrons, a-t-elle fini par dire, mais sa voix manquait de conviction. Bien sûr, j'ai souri. Et je serai prêt. Comme je l'ai toujours été. Ils sont partis. Sophie en pleurs, Rémi le visage fermé, leur avocate perplexe. Adrien m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration mêlée d'inquiétude. Tu as vraiment tout planifié depuis 3 ans? Depuis le jour où j'ai compris qu'il ne changerait moi jamais. L'accident n'a été que le catalyseur. J'ai rangé mon dossier. Ils pensent que je suis cruel. Je suis juste préparé. En rentrant chez moi ce soir-là, Élodie a remarqué mon silence inhabituel. Ça va? Oui? Non? J'ai soupiré. C'est étrange. Je gagne chaque bataille, mais ça ne me rend pas heureux. Juste moins malheureux. C'est de la justice, pas de la vengeance. Parfois, je me demande où est la différence. Elle n'a pas répondu, parce qu'elle le savait, comme moi, la frontière entre les deux était aussi fine qu'un fil de notaire. À l'approche de Noël, alors que Paris se parait de lumière et que les vitrines brillaient de 1000 feux, j'ai reçu des nouvelles de Fontainebleau. Pas de Rémi directement, nous ne nous parlions plus,
mais par le maire de la commune, Monsieur Garnier, un vieil ami de mon père. François, c'est Henri. Je voulais te prévenir. Ton fils et sa femme ont été vus en train de distribuer des prospectus devant la mairie. Ils cherchent du travail. Ça n'a pas l'air d'aller très fort pour eux. Des prospectus? Oui. Cours de yoga à domicile, pour elle. Consultant marketing digital, pour lui, ils avaient l'air, comment dire, désespérés. Désespérés. Le mot a résonné dans mon esprit. Mission accomplie donc. Mais pourquoi cette victoire avait-elle un goût si amer? 2 jours plus tard, un appel de Maître Fort. François, ils abandonnent les poursuites juridiques. Maître Arnaud m'a contacté ce matin. Ils n'ont plus les moyens de payer ses honoraires et elle estime que le dossier n'est pas tenable. Bien. Il y a autre chose. Rémi a trouvé un emploi. Rien de mirobolant. Assistant marketing dans une petite agence à Melun. 1800 € net par mois. 1800 €. Moins de la moitié de ce que je leur versais mensuellement. Et Sophie? Elle donne des cours de yoga dans un club de fitness local. 15 € de l'heure, 10 heures par semaine. Ça fait 600 € par mois. 2400 € pour 2 personnes. La taxe foncière à payer, les charges, la nourriture. Ils devaient compter chaque euro. Ils veulent te parler, a ajouté Maître Fort. Pas pour contester ou négocier, juste parler. Non. François, non Daniel, pas encore. Ils doivent comprendre, vraiment comprendre. Mais ce soir-là, alors que je dînais seul dans mon appartement, Élodie était partie rendre visite à sa famille pour les fêtes, je me suis surpris à regarder une photo encadrée sur le buffet. Rémi a 7 ans sur mes épaules, riant aux éclats dans le jardin de Fontainebleau. Quand était-ce devenu si compliqué? 1 semaine avant Noël, un colis est arrivé. Pas de carte, juste une adresse de retour à Fontainebleau. À l'intérieur, un pull tricoté main. Bleu marine, ma couleur préférée. Le tricot était maladroit, certaines mailles irrégulières, clairement fait par quelqu'un qui ne savait pas vraiment tricoter. Mon téléphone a sonné quelques minutes plus tard. Rémi. Tu as reçu le colis? Oui. C'est Sophie qui l'a fait. Elle a appris à tricoter sur YouTube. Ça lui a pris 3 semaines. Sa voix était différente, plus douce, fatiguée. Elle voulait que tu aies quelque chose pour Noël. C'est gentil. Silence. Puis, papa, je sais qu'on ne mérite pas ton pardon. Je sais qu'on a été horrible. Mais est-ce qu'on pourrait au moins se voir? Juste 5 minutes. Je ne demande pas d'argent, je le jure. Juste te voir. J'ai regardé le pull, les mailles irrégulières, l'effort. Pourquoi maintenant? Parce que j'ai compris, vraiment compris, ce que c'est que de se lever tous les matins et d'aller travailler pour gagner sa vie, de compter ses euros au supermarché, de s'inquiéter pour les factures. Il a ri, un rire sans joie. Sophie a pleuré hier parce qu'on ne pouvait pas s'offrir le bon vin pour Noël. Le bon vin, papa, celui à 12 € au lieu de celui à 7. Et j'ai réalisé, c'est ça que tu as voulu nous montrer, non? Ce que c'est que d'être normal. Quelque chose s'est fissuré en moi. Rémi, non, laisse-moi finir. J'ai été un fils horrible. Sophie a été une belle fille horrible. On a profité de toi pendant des années, et quand tu as eu besoin de nous, on t'a laissé tomber. Je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas effacer ce qu'on a fait. Mais je peux te dire que je suis désolé. Vraiment, sincèrement désolé. J'ai fermé les yeux. 7 ans. Le jardin de Fontainebleau. Les rires. Je vais réfléchir. C'est tout ce que je demande. Merci, papa. Il a raccroché. Je suis resté là, le pull entre les mains, partagé entre la colère de 8 années de manipulation et cette fissure nouvelle, cette possibilité fragile d'autre chose. Élodie est rentrée le lendemain. Elle a vu le pull, mon expression, et a tout compris. Qu'est-ce que vous allez faire? Je ne sais pas. J'ai posé le pull sur la table. Maître Fort m'a suggéré quelque chose, une proposition. Si Rémi et Sophie acceptent de venir, devant notaire, reconnaître leurs erreurs et signer un accord, je pourrais envisager de leur verser une petite aide mensuelle. Pas 5 000 €, 1 500, avec des conditions strictes. C'est généreux, c'est calculé. J'ai souri amèrement. 1 500 €, c'est juste assez pour qu'ils puissent respirer un peu, mais pas assez pour qu'ils redeviennent paresseux.
Ils devront continuer à travailler, à faire attention. Mais au moins, ils pourront s'offrir le bon vin à Noël. Vous pensez qu'ils accepteront? Oh, ils accepteront. Ils sont désespérés. La vraie question est-ce que ça changera quelque chose? Est-ce qu'ils ont vraiment appris ou est-ce juste de la survie? Quelques jours plus tard, j'ai fait transmettre la proposition par maître Faure. Les conditions étaient l'eau claire. Présentation devant notaire, reconnaissance écrite de leurs erreurs passées, engagement à maintenir leurs emplois actuels, versement mensuel de 1 500 € avec révision possible si les conditions n'étaient pas respectées. La réponse est arrivée dans les 24 heures. Oui, ils acceptaient tout. Le rendez-vous a été fixé pour la première semaine de janvier, dans l'étude d'Adrien. J'ai passé les fêtes de Noël seul, enfin, avec Élodie qui était devenue bien plus qu'une simple infirmière. Une amie, une confidente. Vous leur donnez une chance, a-t-elle dit le soir du réveillon, alors que nous trinquions avec une bouteille de Romanée Conti que j'avais gardée pour une occasion spéciale. Je leur donne une possibilité de prouver qu'ils ont changé. Ce n'est pas pareil. Et s'ils ont changé, vraiment changé, alors peut-être qu'on pourra reconstruire quelque chose, pas ce qu'on avait, quelque chose de nouveau, de plus sain. Et la donation partage. Les 50% que vous vouliez donner au fonds des infirmières. J'ai souri. Oh, ça c'est fait. J'ai signé avant Noël. La quotité disponible va au fond. Rémi aura sa réserve héréditaire, 50%, comme le veut la loi, mais avec l'usufruit viager. S'il se comporte bien, s'il prouve qu'il a changé, peut-être que je réviserai certaines dispositions. Ou peut-être pas. On verra. Vous êtes terrible, a-t-elle dit, mais elle souriait. Je suis prudent, il y a une différence. Le téléphone a sonné. Minuit, Rémi. Papa, je voulais juste te souhaiter un joyeux Noël. Je sais que tu es probablement seul et je voulais que tu saches que je pense à toi. Joyeux Noël, Rémi. Papa, sa voix s'est brisée légèrement. Merci pour la proposition, pour nous donner une chance de faire mieux. On verra si vous la méritez. Je ferai tout pour la mériter. Je te le promets. Après avoir raccroché, j'ai regardé par la fenêtre les lumières de Paris. Élodie s'est approchée, a posé sa main sur mon épaule. C'est un début, a-t-elle dit doucement. Oui, ou une fin. J'ai bu une gorgée de vin. Le temps nous le dira. Ce que je ne leur avais pas dit, ce que je ne leur dirai probablement jamais, c'est que cette seconde chance était aussi un test, un dernier test. S'ils échouaient, s'ils retombaient dans leurs vieilles habitudes, je n'hésiterais pas une seconde à tout couper à nouveau. J'avais été faible une fois, plus jamais. Le pull tricoté maladroitement était posé sur le fauteuil. Les mailles irrégulières, l'effort. Était-ce sincère ou juste une manipulation de plus? Janvier me donnerait la réponse. Au début de janvier 2026, par un matin froid et clair, nous nous sommes tous retrouvés dans l'étude d'Adrien. L'air sentait le vieux papier et la cire d'abeille, cette odeur caractéristique des offices notariaux français qui ont traversé les décennies. Rémi et Sophie sont arrivés à 14h55, 5 minutes avant l'heure convenue. Un bon signe peut-être. Ils portaient des vêtements simples, plus de Ralph Lauren, plus de créateurs. Un jean propre pour Rémi, un pull basique pour Sophie. Leur visage était marqué par ces 4 mois de vie réelle. Plus minces, plus vieux, plus humains d'une certaine façon. Monsieur Duval. Adrien s'est levé derrière son bureau massif en acajou. Madame Duval, Monsieur Duval, asseyez-vous, je vous prie. Ils se sont installés en face de moi. Sophie gardait les yeux baissés. Rémi me regardait avec une expression que j'avais du mal à déchiffrer. Espoir, résignation, les deux. Bien, Adrien a ouvert un dossier. Nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter de la proposition de M. François Duval concernant un soutien financier mensuel de 1 500 € sous condition. Avant de procéder, M. Duval souhaite que certaines choses soient clarifiées. J'ai regardé mon fils. Rémi, pourquoi es-tu ici? Il a dégluti. Pour accepter ta proposition, pour te dire qu'on a compris, qu'on est désolé. Désolé de quoi exactement? De t'avoir traité comme un distributeur de billets,
de ne pas avoir été là quand tu avais besoin de nous, de... Sa voix s'est brisée légèrement. De ne pas avoir été de bons enfants. Sophie a relevé la tête brusquement. Vous savez quoi? Non, non, je ne peux pas faire ça. Rémi s'est tourné vers elle, paniqué. Sophie, s'il te plaît. Non! Elle s'est levée, les mains tremblantes. Je ne vais pas ramper devant lui. Tu vois pas ce qu'il fait? Il nous torture depuis des mois. Il nous a mis à Fontainebleau comme des prisonniers. Il contrôle tout. Il manipule tout. Sophie, ma voix était calme, mortellement calme. Assieds-toi. Je ne m'assiérai pas, tu utilises l'argent comme une arme. C'est du harcèlement psychologique, de la manipulation. Tu devrais avoir honte d'eux. J'ai dit, assieds-toi. Le ton était celui que j'avais utilisé pendant 40 ans pour remettre à leur place les clients qui dépassaient les bornes. Ou bien sors. Mais si tu sors maintenant, cette porte ne se rouvrira jamais. Elle s'est figée. Rémi lui a pris le bras, l'a doucement tiré vers la chaise. « S'il te plaît, a-t-il murmuré. « S'il te plaît, Sophie. » Elle s'est rassise, rigide comme une statue, les larmes coulant sur ses joues. « Maître Simon. » J'ai hoché la tête vers Adrien. « Le document, s'il vous plaît. » Adrien a sorti une enveloppe scellée. Le sceau rouge de la République française brillait sous la lumière du bureau. Il a brisé le sceau, déplié le document. « Acte de donation-partage », a-t-il lu d'une voix professionnelle et détachée, établi entre M. François-Marie Duval, donateur, et divers donataires, concernant la répartition de ses biens en prévision de sa succession. Le silence dans la pièce était total. Sophie avait cessé de pleurer. Rémi était devenu pâle. Article 1er. Le donateur possède un patrimoine composé de biens immobiliers et mobiliers d'une valeur estimée à 1 200 000 €. Article 2. Conformément à la loi française sur la réserve héréditaire, le fils unique du donateur, M. Rémi Duval, a droit à 50% de la succession, soit 600 000 €. Rémi a ouvert la bouche, l'a refermée. Article 3. La quotité disponible, représentant les 50% restants, soit 600 000 €, est attribuée comme suit. 500 000 € au Fonds de soutien aux infirmières et soignants de France. 100 000 € à Madame Élodie Rousseau, infirmière, pour services rendus et dévouement exceptionnel. Le choc sur leur visage. Absolu, total, magnifique. Article 4. Concernant la part réservataire de M. Rémi Duval, le donateur se réserve l'usufruit viager sur l'ensemble des biens. M. Rémi Duval recevra donc la nue propriété des biens lui revenant, mais ne pourra en jouir qu'après le décès du donateur. Mais Rémi avait du mal à respirer. Ça veut dire, j'ai pris le relais, ma voix aussi froide que le marbre, que tu hériteras de 600 000 €, mais seulement après ma mort, et que je peux vivre, jouir, utiliser ces biens comme bon me semble jusqu'à mon dernier souffle. La maison de Fontainebleau, elle sera à toi un jour, quand je ne serai plus là. Mon appartement, pareil, mais en attendant, c'est moi qui décide qui y habite. Tu as fait ça quand? La voix de Sophie était un murmure horrifié. La semaine avant Noël, quand vous m'avez envoyé ce pull tricoté. J'ai souri, un sourire sans chaleur. Un joli geste, vraiment, mais insuffisant pour effacer 8 années d'abus. Papa, non! Rémi s'est penché en avant. S'il te plaît, on peut encore. Il y a plus. J'ai fait signe à Adrien de continuer. Article 5. Le donateur se réserve le droit de modifier la répartition de la quotité disponible jusqu'à son décès, dans les limites légales. Article 6. La convention d'occupation précaire concernant la maison de Fontainebleau reste en vigueur avec toutes ses clauses. Tout manquement entraînera l'expulsion immédiate. Article 7. Adrien m'a regardé, j'ai hoché la tête. Article 7. En cas de comportement exemplaire de M. Rémi Duval, pendant une période minimale de 5 ans, incluant maintien d'un emploi stable, absence de demandes financières excessives et respect des conventions établies, le donateur se réserve le droit de réviser certaines dispositions testamentaires en faveur du bénéficiaire. 5 ans. 5 années pour prouver qu'il avait changé. Pas 5 semaines. Pas 5 mois. 5 ans.
Rémi fixait le document comme si les mots allaient se réorganiser par magie. Sophie avait enfoui son visage dans ses mains. L'acte a été signé le 23 décembre 2025, a conclu Adrien. Il est enregistré, irrévocable dans sa structure principale et opposable à tous. Avez-vous des questions ? Sophie s'est levée brusquement, renversant presque sa chaise. Je dois sortir, je ne peux pas, je dois sortir. Elle est partie en courant. La porte a claqué derrière elle. Dans le silence qui a suivi, j'ai entendu ses sanglots s'éloigner dans le couloir. Rémi n'a pas bougé. Il regardait toujours le document. « 5 ans, a-t-il murmuré. Tu me donnes 5 ans pour prouver que je ne suis pas un monstre. Non, j'ai corrigé. Je te donne 5 ans pour prouver que tu es mon fils. Il y a une différence. Il a levé les yeux vers moi. Des larmes coulaient sur ses joues, mais il ne sanglotait pas. Juste des larmes silencieuses. Je les mérite, ces 5 ans, et probablement plus. Probablement? Est-ce qu'il y a une chance, dans 5 ans, que tu puisses me pardonner? J'ai réfléchi longuement avant de répondre. Je ne sais pas, Rémi. Demande-moi dans 5 ans. Il s'est levé à essuyer ses yeux. La proposition des 1500 € par mois, elle tient toujours? Non, son visage s'est décomposé. Elle ne tient pas, j'ai continué, parce que les conditions ont changé. Si tu veux cet argent, tu devras me prouver chaque mois que tu le mérites. Un rapport écrit de tes revenus, de tes dépenses, de ton travail. Et je me réserve le droit d'interrompre à tout moment si je juge que tu retombes dans tes vieilles habitudes. D'accord. D'accord, papa. Je ferai tout ce que tu demandes. Bien. J'ai rangé mes papiers. Maintenant, va retrouver ta femme. Elle a besoin de toi. Il est parti. La porte s'est fermée doucement cette fois. Adrien m'a regardé par-dessus ses lunettes. Tu es sûr de ce que tu fais? Plus que jamais. J'ai souri. Soit il apprendra, soit il échouera. Mais cette fois, ce sera son choix, pas le mien. En sortant de l'étude, j'ai vu Sophie assise sur un banc dans la rue, le visage dans les mains. Rémi était à côté d'elle, une main sur son épaule. Ils ne m'ont pas vu passer. Ou peut-être que si. Peut-être qu'ils ont choisi de ne pas regarder. C'était mieux comme ça. 2 semaines plus tard, à la mi-janvier 2026, je suis assis dans mon salon rue de Miromesnil, un verre de Romanée Conti, 1999 à la main. Le vin n'a exactement la température parfaite, 16 degrés comme il se doit pour un grand Bourgogne. Élodie est dans le fauteuil en face, un sourire amusé aux lèvres. « Vous avez reçu le premier rapport de Rémi, dit-elle en me tendant une enveloppe. Je l'ouvre. 3 pages écrites à la main. Pas tapées à l'ordinateur, écrites. L'effort compte. Je parcours le contenu. Son salaire du mois, 1800 €. Ses dépenses détaillées, loyer 0, charges 320 €, nourriture 450 €, essence 120 €. Son emploi du temps de travail, 40 heures par semaine, plus 2 heures de formation en marketing digital le samedi. À la fin, une note manuscrite. « Papa, je sais que ça ne suffit pas, mais c'est un début. Rémi, qu'est-ce que vous allez faire ?» demande Élodie. « Lui verser les 1500 €. Il a respecté les conditions. » Je pose le rapport sur la table. Pour ce mois-ci au moins. Mon téléphone vibre. Un message de Maître Fort. « François, nouvelle de Fontainebleau. Sophie a quitté Rémi. Demande de divorce déposée ce matin. Motif, incompatibilité d'humeur et divergence de vue sur l'avenir. » Je lis le message à voix haute. Élodie secoue la tête. « Vous l'aviez prédit ? C'était prévisible. Sans argent, leur mariage n'avait aucune substance. » Je bois une gorgée de vin. Elle va demander une prestation compensatoire, probablement. Mais Rémi gagne 1800 € par mois. Le juge ne lui accordera rien de significatif. Elle va retourner à Paris? Probablement. Retrouver ses anciennes amies, si elles veulent encore d'elle. Recommencer à zéro. Je hausse les épaules. Ce n'est plus mon problème. Le téléphone sonne. Rémi. Papa? Sa voix est fatiguée. Tu as eu les nouvelles? Oui. Elle est partie ce matin. Elle a pris ses affaires, appelé un taxi et... Il prend une grande inspiration. Et honnêtement, je me sens soulagé. C'est terrible à dire, mais je me sens soulagé. Ce n'est pas terrible, c'est honnête.
Elle ne m'a jamais aimé, n'est-ce pas? Elle aimait ton argent. Quand il n'y en a plus eu, il n'y avait plus de raison de rester. Probablement. Un silence. Puis, papa, je peux te demander quelque chose? Pas de l'argent, juste, est-ce que je peux venir te voir? Samedi prochain? Juste pour parler. Je regarde par la fenêtre. Les toits de Paris sous le ciel d'hiver. Ma ville, ma vie, reprise en main. 15 heures. Et Rémi? Oui? Viens seul. Bien sûr, merci papa. Je raccroche. Élodie me regarde avec curiosité. Vous allez le voir? Je lui ai donné 5 ans pour prouver qu'il a changé. Le minimum que je puisse faire, c'est lui donner une chance de me le montrer. Je souris. Mais 15 heures, pas plus d'une heure, et s'il mentionne l'argent une seule fois, il sort. Vous êtes toujours aussi dur. Non, je suis juste. Je lève mon verre. Il y a une différence. Les jours suivants s'écoulent tranquillement. Ma jambe a guéri, le plâtre est retiré depuis décembre, et je peux à nouveau marcher normalement. Les cicatrices de l'accident restent. Une légère raideur par temps froid, une douleur occasionnelle dans les côtes, mais rien d'handicapant. Je suis vivant, je suis libre, je suis en paix. Élodie ne travaille plus comme infirmière à plein temps. Les 100 000 € de la donation partage lui ont permis de réduire ses heures, de se concentrer sur ce qu'elle aime vraiment, la peinture. Elle expose maintenant dans une petite galerie du Marais. Je suis allé au vernissage la semaine dernière. Ces toiles sont belles, des paysages urbains de Paris, lumineux et délicats. Vous m'avez donné ma liberté, m'a-t-elle dit ce soir-là, devant un tableau représentant les quais de Seine au crépuscule. Vous me l'avez bien rendu, ai-je répondu. Le samedi arrive. À 15 heures précises, la sonnette retentit. Rémi est ponctuel au moins, c'est nouveau. Il entre, enlève ses chaussures sans que je le lui demande. Un geste de respect qu'il n'avait jamais eu auparavant. Il porte un sac en tissu. J'ai apporté des croissants, dit-il timidement. De la boulangerie près de la gare de Lyon. Je me suis souvenu que c'était tes préférés. Il se souvenait. Première bonne surprise. Nous nous installons au salon. Le silence est étrange, pas tendu, pas confortable non plus. Juste étrange. Comment va le travail? Je demande finalement. Bien, mon patron m'a confié un vrai client cette semaine. Une PME qui veut refaire son site web. Petit budget, mais c'est un début. Il sourit légèrement. J'ai travaillé jusqu'à 22 heures, 3 soirs de suite. C'était épuisant et satisfaisant. Je n'avais jamais vraiment ressenti ça avant. La satisfaction d'un travail bien fait. Exactement. Il prend une grande respiration. Papa, je voulais te dire quelque chose. Pas pour m'excuser, j'ai déjà fait ça et les mots ne suffisent pas. Mais pour que tu saches, ces 4 mois à Fontainebleau ont été les pires de ma vie. Et les meilleurs. J'attends qu'il continue. Les pires parce que j'ai dû faire face à ce que j'étais vraiment, un parasite, un fils raté, quelqu'un qui avait 38 ans et n'avait jamais vraiment travaillé un seul jour de sa vie. Il se frotte les yeux. Les meilleurs parce que pour la première fois, j'ai compris ce que maman essayait de me dire avant de mourir. Tu te souviens? Elle m'avait dit « Rémi, ton père t'aime, mais il ne te rendra pas service en te donnant tout. » Je n'avais pas compris. Maintenant je comprends. Quelque chose se dessert dans ma poitrine. Pas un pardon, pas encore, mais une possibilité. Ta mère était une femme sage. Elle te manque? Tous les jours. Nous restons silencieux un moment. Puis Rémi demande « Est-ce qu'il y a une chance que dans 5 ans, ou 10, ou 20, on puisse avoir une vraie relation père-fils? Pas basée sur l'argent, juste une vraie relation? » Je ne sais pas, Rémi. Je suis honnête. Ça dépendra de toi, de tes actions, pas de tes paroles, mais... Je marque une pause. Mais je suis prêt à voir. C'est tout ce que je peux promettre. C'est plus que je ne mérite. Il se lève. Je vais y aller, je ne veux pas abuser de ton temps. Il part. Pas de longue accolade, pas de réconciliation hollywoodienne. Juste un au revoir poli et la promesse implicite de recommencer le mois prochain. C'est suffisant. Élodie revient de sa galerie en fin d'après-midi. Elle me trouve sur la terrasse, malgré le froid de janvier, un plaid sur les genoux, regardant le ciel s'assombrir sur Paris. « Comment c'était » demande-t-elle. « Différent. Mieux. Pas encore bien, mais mieux. » Elle s'assoit à côté de moi. « Vous allez lui donner sa chance ?» Je lui donne 5 ans. Après, je souris.
On verra. Le téléphone vibre. Un email de Maître Fort. Objet. Finalisation, donation, partage. Fonds des infirmières. J'ouvre. Une photo. Une cérémonie à l'hôpital Bichat. Le directeur serre la main de la présidente du fonds de soutien aux infirmières. Derrière eux, une bannière. Don François Duval, 500 000 € pour nos soignants. 500 000 € qui aideront des gens qui le méritent vraiment. Des gens comme Élodie, qui passent leur vie à soigner les autres. Vous êtes satisfait ? demande Élodie. Oui, et c'est vrai. Pendant des années, j'ai travaillé pour construire un patrimoine. Pour ma famille, je pensais. Mais ma famille avait d'autres projets pour cet argent. Maintenant, il va où il doit aller. Et Rémi ? Rémi aura ce que la loi lui donne. 50% après ma mort, avec l'usufruit. C'est juste, c'est la loi française. Mais les 50 autres pourcents, ils iront à ceux qui les méritent. Le ciel de Paris s'est teinté de rose et d'or. Les lumières de la ville commencent à scintiller. Quelque part à Fontainebleau, mon fils rentre dans une maison vide, fait réchauffer son dîner, se prépare pour une autre semaine de travail honnête. C'est sa vie maintenant, pas la mienne. Ma vie est ici, dans cet appartement que j'ai payé avec mon travail, avec cette femme extraordinaire qui est devenue bien plus qu'une infirmière, avec ce vin que je peux enfin savourer sans penser à qui va le payer. Tu sais ce qu'il y a de drôle ? Je dis à Élodie. Quoi ? Pendant 8 ans, j'ai donné à Rémi 5 000 € par mois, 60 000 par an, 480 000 € au total, et ça ne lui a rien appris. Je souris. Maintenant, je lui donne 1 500 € par mois sous conditions strictes. Et pour la première fois de sa vie, il apprend vraiment quelque chose. Quelle est la leçon ? Que l'argent facile ne vaut rien, que le respect ne s'achète pas, que la famille n'est pas une excuse pour l'abus. Je lève mon verre vers le ciel de Paris. Et que la justice, parfois, ressemble à de la cruauté. Mais c'est quand même de la justice. Élodie lève son propre verre. À la justice, alors. À la justice ! Nous buvons en silence, regardant la nuit tomber sur Paris. Ma ville, ma vie. Ma paix, durement gagnée, l'histoire aurait pu être différente si Rémi avait été différent, si Sophie avait été différente, si ce camion ne m'avait pas percuté ce jour de septembre. Mais elle est ce qu'elle est, et je suis en paix avec ça. En France, on a un dicton. Qui sème le vent récolte la tempête. Ils ont semé. J'ai été la tempête. Maintenant, enfin, c'est le calme. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions dans les commentaires. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la vignette à gauche. Merci de votre écoute.